Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation et la possibilité d'exposer ces travaux ici. Donc, je vais vous présenter un travail qui a un petit défaut, c'est que c'est un travail très récent et on n'a pas beaucoup de recul dessus. Mais je n'ai pas pu résister parce que c'est vraiment pile poil dans le thème du cours de cette année. Donc avant de commencer, je voudrais juste expliquer brièvement quelles sont mes motivations, enfin quelles ont été nos motivations. En fait, à la base, la motivation, ça vient d'un problème en neurosciences. En neurosciences, il y a un problème très important qui consiste à chercher à estimer le graphe des connexions synaptiques entre les neurones. Donc vous prenez un petit bout de cerveau avec une poignée de neurones et vous voulez estimer le graphe des donc les connexions synaptiques, donc le graphe des interactions entre les neurones. Et ça, c'est un problème qui est important parce qu'on a envie de savoir comment ce graphe est distribué. Et c'est aussi important pour des questions de, si on veut comprendre les règles de plasticité synaptique, comment les poids évoluent avec le temps. Alors on a besoin d'estimer ce graphe pour valider ces modèles. Et alors, il y a une idée, donc il y a plein de gens qui continuent de regarder ces problèmes d'estimation. Et donc il y a plein de techniques expérimentales différentes, mais il y a une idée qui revient souvent, c'est que pour pouvoir estimer rapidement, on ne peut pas se contenter d'être passif et de regarder l'activité des décharges des neurones, parce que si on se contente d'être passif, il y a une très très faible corrélation entre l'activité des neurones et les poids synaptiques. Et donc, une idée, c'est d'être un peu proactif, en fait, d'aller perturber le système, soit en allant injecter des courants dans les électrodes, soit en utilisant des techniques d'optogénétique avec des lasers. Et en fait, on va chercher à contrôler les neurones pour estimer plus vite. Et donc, ça pose une question mathématique que je trouve intéressante, qui est, en fait, comment contrôler de manière optimale pour apprendre le mieux possible. Donc voilà, ça c'est en gros la motivation originelle. C'est un problème difficile, et donc comme toujours, pour commencer, je vous proposais un modèle beaucoup plus simple, mais qui capture un peu, j'espère, cette idée d'apprentissage stochastique. Ok, donc le modèle que je vais vous présenter, c'est le suivant. Donc, il va y avoir qu'un seul neurone qui va être caractérisé par son potentiel de membrane, YT. Ok. Et la dynamique va être vraiment très très simple. Il va y avoir des sauts, donc les sauts pour moi c'est des spikes ou des décharges, mais entre les sauts, on a vraiment une EDO, donc Y point de t égale B de YT. Et ensuite, on va avoir des sauts, donc des spikes, des décharges en français, à un taux qui dépend du potentiel, donc typiquement F de YT. Donc ce qui va m'intéresser, ce qu'on va regarder, c'est le N de T, donc c'est la mesure de comptage, donc c'est juste le nombre de sauts avant T, jusqu'à autant T. Et donc, un moyen d'écrire l'équation, c'est de dire simplement dyt, c'est b de yt dt, moins yt moins dnt. Donc c'est le nombre de sauts qu'il y a eu jusqu'au temps t. Voilà. Jusqu'en temps t, pardon. Merci. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on saute à taux f de yt? Ça veut juste dire que la proba que n de t plus epsilon moins n de t, sachant tout le passé, c'est en gros f de yt epsilon plus un petit taux d'epsilon.
Bon, alors maintenant, on va rajouter un paramètre inconnu dans tout ça. Et donc moi, ce que je propose, c'est de rajouter un paramètre dans l'intensité. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir maintenant une fonction f lambda de x. Cette fonction est connue, mais lambda, on va voir ça comme une variable aléatoire dont la réalisation est inconnue. Donc on se place vraiment dans un point de vue bayésien. L'hypothèse importante qu'on va faire, c'est qu'on observe que les sauts, que les instants de spike. Donc en fait, les observations qu'on a, c'est sigma de nr pour r plus petit que t. Et donc, en plus de tout ça, on va rajouter un contrôle. Donc, on va avoir ici un contrôle gamma t. Et donc, la contrainte qu'on va demander au contrôle, c'est d'être gamma t doit être prévisible par rapport à Fn de t. Et vous allez voir que c'est une contrainte qui pose un petit problème, mais on va voir comment on s'en sort. Et donc, comme je disais, on utilise une approche bayésienne, donc ça c'est Nicolas qui m'a appris ça. Donc l'approche bayésienne, ça veut dire que lambda, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Enfin, la réalisation, c'est une variable aléatoire de loi mu, qui est une proba sur R+. Donc la loi mu est connue, mais la réalisation de la variable ne l'est pas. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment choisir le contrôle de manière optimale pour estimer le paramètre lambda de manière la mieux possible. Donc on se donne un horizon de temps 0 grand t et on veut estimer. On veut qu'à l'instant grand t, on a la meilleure estimation possible. Ok, donc juste pour dire quelques mots sur la littérature, il y a une difficulté ici qui est due en fait qu'on est en temps continu. Si on était en temps discret, on aurait une sorte de chaîne de Markov avec information incomplète, donc un problème de contrôle sur une chaîne de Markov avec information incomplète. Et là, c'est quand même assez bien traité dans la littérature. Par exemple, je peux donner une référence de Hesley dans les années 80, Kieffer. Évidemment, toute la littérature du filtrage est aussi pertinente pour ce type de problème. Je voudrais dire aussi qu'il y a eu une activité à Dauphine autour des années vers 2015. Donc, Nicolas Baradel a fait sa thèse avec Bruno Bouchard sur ce type de questions. Il y a eu un article de Olivier Guéant et deux autres auteurs, à peu près, peut-être un peu plus tard. Et il y a eu le cours de Pierre-Louis Lyons au Collège de France ici, en 2016, je crois, où la question qui a été traitée, c'est une question à peu près similaire, mais dans un cas diffusif. Donc, essentiellement, le modèle, c'était dyt égale lambda b de yt gamma t dt plus sigma de yt dt, dwt, ddt. Et
Donc il y a deux méthodes qui ont été présentées pour traiter ce genre de problème et qu'on retrouve évidemment dans le cours de cette année. Déjà, c'est l'idée d'utiliser le théorème de Girsanov pour en fait supprimer le drift et rendre explicite la dépendance en lambda dans l'exponentielle, dans la martingale exponentielle qui intervient dans le théorème de Girsanov. Et la deuxième idée, c'est une réduction. Donc, on obtient des équations de HJB en dimension infinie, posées sur l'espace des mesures, mais en utilisant la structure, la linéarité en lambda. La linéarité en lambda, ça permet une réduction en dimension finie. Réduction en dimension finie de l'équation de HJB. Ok, on verra que on va pouvoir réutiliser ces idées-là aussi dans ce problème qui a l'air un peu différent, et puis évidemment une dernière référence, c'est le cours de cette année. Ok, donc ça c'était un peu une présentation un peu informelle du modèle. Maintenant je vais vous le poser de manière propre. Enfin, je vais vous faire une première description valide mathématiquement de la question qu'on se pose. Donc, un moyen de bien poser le problème, donc disons le problème de contrôle. Donc on se donne un espace de proba filtré. Et on va se donner donc lambda, une variable aléatoire de loi mu, qui va être F0 mesurable. Et on va se donner n, pi, pardon, une mesure de Poisson, donc pi de ds dz, une mesure de Poisson d'intensité, la mesure de Lebesgue, donc ds dz. On va se donner gamma ft progressivement mesurable. Un contrôle qui va être dans une classe trop grande. Et on va voir qu'on va devoir faire un petit tour de passe-passe pour vraiment définir ce que sont les contrôles admissibles. On va supposer que, presque sûrement, le contrôle est dans L2. Et on va poser donc je vais pouvoir maintenant vous définir y de t comme étant donc petit y la condition initiale plus intégrale de 0 à t b de ys ds plus gamma s ds moins les sauts. Et les sauts, on peut les écrire avec la mesure de Poisson de la façon suivante. Donc moins intégrale de 0 à t, intégrale sur R plus, ys moins indicatrice de z plus petit que f lambda de ys moins n ds dz. OK. Donc juste pour fixer deux hypothèses, dans toute la suite, je vais supposer que B est Lipschitz. Donc B, c'est une fonction de R dans R Lipschitz. Et F, c'est une fonction donc, de R plus
R plus dans R plus croix R dans R plus, qui est continu. Et je vais aussi supposer que le sup sur Y de f lambda de Y est fini pour tout lambda. Ok, donc si vous ne connaissez pas cette construction, donc ça c'est un moyen de construire un processus ponctuel d'intensité stochastique. L'idée c'est juste qu'on a une mesure de Poisson, qui est pi d'ailleurs. On a une mesure de Poisson qui va mettre des points partout sur le plan au hasard. On interprète une des coordonnées comme le temps, l'autre comme l'espace. Donc ça, ce serait S, pardon. Hop. Ici, c'est Z. Et on va tracer ici la courbe F lambda de Y, de Y S-. Et dès qu'on a un point sous la courbe, on accepte le saut. Donc c'est un algorithme de Finning, si on veut, pour construire ce genre de processus. Pas du tout la seule construction possible. Ok, donc maintenant, donc une fois qu'on a construit YT, donc YT donc c'est une EDS, mais il n'y a aucun problème pour montrer l'existence de cette solution, parce qu'on va résoudre saut par saut. Je vais poser Fn de t, donc ce qu'on observe, donc l'attribut qu'on observe, c'est sigma de n r pour r plus petit que t. Et n de t, c'est donc les observations, donc c'est intégrale de 0 à t, l'intégrale sur r plus de l'indicatrice de z plus petit que f lambda de y s-. Voilà. Et donc maintenant, pour s'assurer qu'on n'a pas triché, que le contrôle est bien admissible, il faut absolument vérifier que gamma est prévisible par rapport à Fn. Donc on veut que, donc définition, gamma admissible si gamma est Fn prévisible. Ok, et je vais noter A, l'ensemble des contrôles admissibles. Et vous voyez qu'il y a une vraie difficulté ici, c'est qu'on ne sait pas définir de manière directe les contrôles admissibles, on est obligé de s'y prendre en deux fois. On commence par les prendre dans une classe beaucoup trop grande, et puis on résout une EDS, et on détermine ensuite si le contrôle est admissible ou pas. Et bon, voilà. Donc ça pose des petits soucis, par exemple, pour obtenir des estimés a priori sur la fonction valeur. On verra comment on s'en sort. Donc quel est notre problème d'optimisation? C'est simplement trouver l'inf sur les gamma de l'espérance de l'intégrale de 0 à grand T, gamma s carré sur 2, ds plus kappa fois la variance de mt. Il faut que j'explique qui est mt. Donc mt, dans l'affaire, c'est la loi du paramètre inconnu, lambda, sachant les observations. Okay, donc notre objectif, c'est qu'à la date terminale, la variance de la mesure a posteriori soit la plus faible possible. Et ça, c'est un terme de régularisation pour empêcher d'avoir des contrôles un peu trop violents. Donc, et la variance de mt, c'est simplement c'est la variance de cette mesure. C'est une mesure de proba. Alors, je voudrais faire juste deux remarques sur le problème. Enfin, deux remarques faites très simples.
Déjà, la première, c'est que la variance de MT, c'est l'espérance de lambda carré, sachant Fn de t, moins l'espérance du carré de lambda, sachant Fn de t. Et donc, tout ça, on peut l'écrire comme une certaine fonction, une fonctionnelle V, de la trajectoire de nt. Et donc V, c'est une fonction qui va de l'espace de Skorood, une fonction k de lag dans R+. Et on va voir dans un instant comment on peut expliciter complètement cette fonction grand V. Et la deuxième remarque, c'est sur l'hypothèse pourquoi je prends des contrôles prévisibles. Par rapport à Fn. En fait, il y a un résultat qui nous dit que si on a un contrôle qui est prévisible, il s'écrit sous la forme suivante. Gamma t égale somme sur les k de gamma k de t, indicatrice tau k plus 1, de petit t. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les tau k, c'est les instants des sauts de nt. C'est les sauts de nt. Et avec la convention tau 0 égale à 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette expression? Ça veut dire que, en fait, un contrôle... ah oui, et bien sûr, et gamma k, le gamma k ici, c'est une variable aléatoire qui va de oméga dans L2 de 0t et qui est Fn tau k mesurable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'en fait, une stratégie de contrôle valide, c'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose... au début, c'est déterministe jusqu'à l'instant du premier saut. C'est quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez le premier saut à l'instant tau 1. Vous avez un deuxième bout de trajectoire qui, conditionnellement à tau 1, est déterministe, etc. Donc on va avoir comme ça des bouts de trajectoire qui vont tenir compte de l'information uniquement des sauts. Okay, et les trajectoires, elles sont continues à gauche. Okay. Pardon, continues à gauche. Parce qu'on ne veut vraiment pas anticiper l'arrivée du prochain saut. OK. Donc si on veut, en fait, en utilisant cette remarque, on peut montrer qu'en fait, la construction que j'ai donnée, la définition de ce problème de contrôle qui a priori dépend de l'espace de probabilité duquel on est parti, en fait, on peut le réécrire de manière complètement indépendante de cet espace. En utilisant cette remarque sur l'hypothèse d'être prévisible. OK. Alors, juste avant de vous expliquer comment on résout le problème de contrôle, je voudrais juste vous raconter à quoi ressemble en fait la solution. Parce que c'est quelque chose qu'on peut calculer numériquement. Peut-être ça va donner un peu d'intuition. Donc, par exemple, faisons un exemple, on va prendre f lambda de y linéaire en lambda, donc la forme lambda g de y, et le g, je vais prendre une marche. Ça, c'est mon g, j'ai une marche en 1, par exemple. G de y. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... ah oui, et je vais supposer que B, donc le drift, B de y, c'est moins y.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre quelles vont être les têtes des solutions du contrôle optimal? Donc ici, je vais tracer Y de t, le processus contrôlé. Ici, je vais tracer le contrôle optimal. Donc, je suppose qu'à l'instant 0, Y, il part de 0. Donc, évidemment, si on ne fait rien, si on ne paye pas de contrôle, on va rester en 0 pour tout temps. Et donc, on ne va rien apprendre. Donc, pour apprendre quelque chose, il faut payer un contrôle. Donc, le contrôle optimal, il va commencer par payer un contrôle comme ça, de manière linéaire, jusqu'à ce que le potentiel il touche 1, qui est le seuil de la marche. Dès qu'on a touché 1, il n'y a plus intérêt à monter encore le contrôle. Le contrôle, il va redescendre. Il va se stabiliser de manière instantanée à la valeur 1. Et Y de t, il va être constant juste au-dessus du seuil, jusqu'au moment où ça spike. Ça spike à l'instant tau 1. Ici, le contrôle, il va changer. Il va être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et puis, hop, et puis on continue ensuite. Voilà, peut-être quelque chose comme ça. Et puis, en arrivant à la date terminale, il y a un petit effet de bord qui fait que quand on vient de spiker, on n'a peut-être pas intérêt à payer du contrôle parce qu'on va payer trop cher pour rien apprendre. Voilà, donc il se passe un truc à l'effet de bord, mais en gros, voici la tête des contrôles auxquels on peut s'attendre. Ok, donc comment est-ce qu'on résout ce problème de contrôle? Donc on va utiliser le théorème de Girsanov pour transformer, pour éliminer le paramètre inconnu. Donc comment ça va marcher? Donc on va partir d'un espace de proba oméga f ft q et on va prendre nt un processus de Poisson d'intensité 1. Donc un processus de Poisson ultra classique. On va poser Fn de t, toujours pareil, ça va être l'attribut généré par nu pour u plus petit que t. On va poser yt. Donc on va dire que les contrôles admissibles gamma, c'est juste les processus gamma qui sont prévisibles par rapport à Fn. Et on va poser y de t égale petit y plus intégrale de 0 à petit t, b de ys ds, enfin b de ys plus gamma sds, moins intégrale de 0 à t, ys moins dns. Donc aucun problème pour définir ce processus saut par saut. Et puis, on va regarder LT de lambda pour tout lambda. LT de lambda, ça va être la martingale exponentielle qui intervient dans le théorème de Girsanov. Donc c'est le produit des tau i plus petits que t, tau i étant les instants des sauts du poisson auquel on est parti, de f lambda de v tau i moins, de y tau i moins, pardon, y tau i moins, exponentielle de t moins intégrale de 0 à t, f lambda de vs ds. Ok, donc ça, on vérifie très facilement que c'est une martingale. Pourquoi? Parce que ça satisfait une équation différentielle. Ça satisfait dlt de lambda égale intégrale de 0 à t
F lambda yt moins lt moins moins 1 dn tilde t, où n tilde t, c'est nt moins t. Donc nt moins t, c'est bien une martingale sous Q, donc ça, c'est bien une QFT martingale, il n'y a pas de problème. Donc pour tout lambda, c'est bien une martingale. Et maintenant, je vais prendre lambda, une variable aléatoire f0 mesurable, de loi mu. OK. Et donc, comme mon poisson est adapté à ma filtration ft, je sais que n est indépendant de f0. Donc n et lambda sont indépendants. Ça, c'est très important, sous Q. Et donc, en utilisant cette propriété, j'en déduis à peu près immédiatement qu'en fait, Lt de lambda, c'est aussi une Ft martingale. C'est une QFT martingale. OK, donc tout ça pour dire que maintenant qu'on a une martingale, on peut utiliser le théorème de Gurzanov, on a notre martingale exponentielle, et on va pouvoir faire un changement de probabilité. Et donc, on obtient que par le théorème de Gurzanov, sous P qui est Lt de lambda dQ, Ynt est bien un processus ponctuel d'intensité stochastique, d'intensité f lambda de yt moins. Donc, en fait, on a construit une solution, on a trouvé une représentation faible du problème. OK, et du coup, ah oui, un deuxième corollaire de ce théorème de Gurzanov, c'est qu'en fait, si maintenant je définis Mt comme étant la loi sous P de lambda sachant Fn de t, alors on vérifie très facilement que l'espérance sous P de une fonction Ts, donc phi de lambda sachant Fn de t, donc si on veut phi contre Mn, contre M de t, ça s'écrit comme l'espérance sous Q de phi de lambda Lt de lambda sachant Fn de t divisé par l'espérance sous Q de Lt de lambda sachant Fn de t. Et ça, par indépendance entre entre le poisson et le paramètre lambda sous Q, c'est rien d'autre que phi Lt contre mu, mu étant la mesure a priori, divisé par Lt contre mu. OK, donc en particulier, la variance de Mt est complètement explicite. Donc si on déroule cette formule, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Mt de d lambda, c'est juste le produit, donc c'est proportionnel à, au produit pour les taux i plus petits que petit t, de f lambda de v taux i moins, exponentielle de moins l'intégrale de 0 à t, f lambda de vs ysds, mu d lambda. Et donc, on a une formule complètement explicite pour la fonction v qui encode la variance de la condition terminale.
Ok, une autre façon de comprendre comment la mesure MT se comporte, c'est de regarder quelles seraient les équations de Sakai et de Kouchner dans ce cas. Donc l'équation de Sakai est vraiment très simple. On peut l'écrire comme étant dmt égale... je vais l'écrire sous forme intégrale. Donc mt d lambda, c'est mu d lambda, plus intégrale de 0 à t. Donc f lambda de v t moins moins 1 mt moins d lambda dnt. Ok, parce que dès qu'on a un saut, on va multiplier la mesure par f lambda de vt moins et moins intégrale de 0 à t f lambda de vs ds ms d lambda ms d lambda ds. Donc ça c'est l'équation de Sakai si on veut. On vérifie que la solution c'est bien donné par cette formule. Et l'équation de Kouchner, on peut aussi l'écrire, elle n'est pas beaucoup plus compliquée. L'équation de Kouchner, donc c'est l'équation où on tient compte de la normalisation pour que la masse soit conservée. L'équation de Kouchner, on peut l'écrire sous la forme suivante, donc mt d lambda, c'est donc mu d lambda, pareil, plus intégrale de 0 à t. Donc ici, il faut dire qu'est-ce qui se passe quand on a un saut. Donc la mesure va être transformée. Donc on va avoir un psi de mt moins vt moins. Je vais expliquer. Moins 1. Pardon, moins mt moins. d lambda. Moins mt moins. dnt. Plus le terme en ds, qui est intégrale de 0 à t, de f lambda de vs moins, moins, si on veut absolument qu'elle soit conservative, il faut enlever l'intégrale, donc moins intégrale de 0 à l'infini, pardon, de f θ de vs moins ms moins dθ fois ms ms de lambda, donc ici il n'y a pas besoin des moins, fois ms de lambda d lambda ds. Ok, donc, et alors qui est cet opérateur phi? Bah, c'est simplement psi de m y. Je ne sais pas pourquoi mes yt sont devenus des vt, donc tout ça c'est des y. Psi de my, c'est simplement l'opérateur de multiplication, donc phi lambda de y n d lambda divisé par la masse. Ok, donc pourquoi c'est intéressant cette équation de... Enfin, pourquoi ça m'intéresse cette équation de Kouchner? C'est parce qu'il y a une très jolie interprétation probabiliste par un système de particules. Donc l'idée est la suivante. Donc on va regarder l'interprétation probabiliste.
proba de l'équation de Kouchner. Donc l'idée, c'est qu'on va construire un système de particules, lambda I de t. Okay. Donc au début, elles sont toutes indépendantes de loi mu, de loi mu. Et alors, il va y avoir deux évolutions. Il va y avoir des sauts intrinsèques. Donc, atto f lambda i de témoin. La particule i saute et elle va être échangée avec une autre particule. Okay, donc, on va dire que f lambda i de tau plus, juste après le saut, ça va être lambda j de tau moins, où j est tiré uniformément, au hasard parmi les autres parmi toutes les particules. Et donc ça, c'est un peu les sauts intrinsèques du système de particules. Et en plus de ça, on va avoir des sauts communs. Donc c'est un peu du bruit commun, si on veut. On a du bruit commun. En fait, à chaque fois dès qu'on a un saut de nt, dès que nt saute, toutes les particules vont sauter. Toutes les particules sautent. Toutes les particules sautent. Et la loi de lambda i de tau plus sera égal à lambda j de tau moins avec proba f lambda de y j de tau moins divisé par la somme des intensités. Ok, donc ça c'est intéressant parce que on peut vérifier. On construit le système de particules en interaction. Bon, on peut définir la limite champ moyen de ce système de particules. C'est un peu pénible à écrire parce qu'il faut être un peu habile avec les mesures de Poisson. Mais on obtient une équation Makin-Vlasov avec bruit commun, le bruit étant précisément les sauts de nt, des observations. Et on peut vérifier que la loi de la particule typique lambda t, étant donné les observations, c'est précisément mt. Et ça, c'est très très pratique, ça donne des idées pour des questions d'algorithmique, parce qu'on peut très facilement simuler ce système de particules et on sait sampler donc, selon la mesure a posteriori. Et c'est très général, je pense qu'il y a beaucoup d'équations de Kouchner comme ça qui peuvent se représenter par un système de particules. Ok, donc cela étant dit, je voudrais maintenant juste définir la fonction valeur de manière propre en utilisant en utilisant la construction qu'on a faite. Et ensuite, je voudrais vous parler de réduction en dimension finie du problème. Donc, quelle est la fonction valeur? Donc, V de t, y, mu. Donc, c'est l'inf sur les gamma dans A de l'espérance sous Q de donc 1 demi de intégrale de 0 à grand T gamma S carré ds plus la variance de m grand T fois le poids de Guerzanov, donc L T de lambda, et on intègre tout ça par rapport à mu d lambda.
Donc ici, pardon, c'est une intégrale de 0 à grand T, de petit t à grand T. Et ici, c'est grand V de M. Donc on part de l'instant petit t, on a un contrôle gamma, on part d'Y, et d'une mesure petit mu, et on s'arrête à l'instant grand T. Et pareil pour le terme de Gurzanov. Donc on va de petit t à grand T, et on part de gamma et de Y. Ok, donc tout ça pour dire qu'on peut définir très facilement les objets. Donc NT, c'est un poisson d'intensité 1. D'intensité 1. Y de T, Y gamma de S, c'est juste la solution de petit y plus intégrale de S à T. De B de Y, T, Y, gamma de U du, plus gamma U du, moins le saut. Et enfin, donc L, je suis désolé, il y a un peu beaucoup de notation, mais c'est une généralisation directe de ce qu'on a fait. C'est le produit pour les taux I compris entre petit t et grand T de F lambda de Y, T, Y gamma de taux I moins. Exponentielle de t moins intégrale de 0 à t de f lambda de y, t, y, gamma de s ds. Et finalement, m de t gamma y mu y mu de grand T, on a vu ce que c'était. C'est donc proportionnel à L T grand T gamma Y mu d lambda. Ok, donc maintenant, quelles sont les difficultés pour étudier ce problème de contrôle? Pour moi, la vraie difficulté, c'est d'avoir de la régularité a priori sur la fonction valeur, en particulier à la fois en y et en mu. Et une partie de la difficulté, c'est que, a priori, les contrôles ne sont pas bornés. Et donc le gamma, le terme quadratique, nous embête vraiment. Alors, pour s'en sortir, il faut faire, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il faut faire une hypothèse sur mu assez forte. Par exemple, supposer que mu est à support compact. Si mu n'est pas à support compact, il se passe vraiment des choses délicates parce que les contrôles ne sont vraiment pas bornés. Donc l'hypothèse qu'on fait, c'est mu à support compact. Et dans ce cas-là, on peut dire des choses sur la régularité a priori. Et donc c'est vraiment mu à support compact, sinon on est embêté. Donc si mu à support compact, évidemment, vu que mt est absolument continu par rapport à mu, on reste toujours à support compact. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que si on prend mu sous la forme somme de Dirac, donc disons θi0 delta de lambda i, comme mt est absolument continu par rapport à mu, on sait que mt est aussi sous cette forme.
et les θi vont satisfaire des équations différentielles stochastiques. Et donc en fait, on va pouvoir projeter notre équation qui est en dimension infinie dans une équation de dimension finie. Donc ça, c'est le simplex en dimension n. Et pour cette équation en dimension finie, on va savoir démontrer un théorème de comparaison de manière générale. Enfin, on a tous les outils pour faire ça. Et donc, si on a la continuité a priori de la fonction valeur au niveau mesure et le résultat de comparaison, on a plus ou moins caractérisé la fonction valeur par unicité des solutions de viscosité du problème de HJB en dimension finie. Et pour terminer, je voudrais raconter la vraie réduction en dimension finie. Donc, qui est une astuce que j'ai récupérée dans le cours de 2016, qui est en fait une remarque très simple, qui est en fait de dire que on va supposer que f lambda est linéaire en lambda. C'est de la forme lambda fois g de y. Donc sous cette hypothèse, ce qu'on a, c'est que mt, donc c'est le produit, c'est toujours le produit donc c'est proportionnel au produit pour les taux i plus petits que t de f lambda, donc c'est lambda g de y taux i moins, exponentielle de moins l'intégrale de 0 à t de lambda g de ys ds. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que qu'est-ce qui dépend de lambda? On a du lambda à la puissance nt, quelque chose qui ne dépend pas de lambda, et exponentielle de moins intégrale de 0 à t de ce que je vais appeler zt, zs ds. Et cette forme-là, elle est préservée en tout temps. Donc z zt, c'est z plus intégrale de 0 à t de g de ys ds. Enfin, disons qu'ici, il n'y a même pas de z. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, en fait, les mesures de la forme mu de nz, qui sont lambda à la puissance n exponentielle de moins z lambda vu de d lambda, divisé par la normalisation, si on veut. Elles sont invariantes par la dynamique, dans le sens où si on démarre par une mesure sous cette forme, on reste sous cette forme en tout temps. Et du coup, si on pose, disons, v tilde de ty zn, qui est v de donc t y mu de nz, on a un problème de contrôle stochastique tout à fait classique en dimension finie. Okay, donc on va pouvoir écrire l'équation d'HJB, par exemple, l'équation d'HJB sous forme un peu compacte. C'est une équation sous la forme moins d rond t de v plus h gradient x, enfin gradient v, plus un θ n de x, v moins v après le saut, donc de t psi n de x, égale à 0. Donc ici, j'écris un peu sous manière compacte. Donc x, c'est le couple YZ.
Ça, c'est le terme de saut, parce qu'on a des sauts qui ont lieu à taux θ n de x. Donc, qui est θ n de x? Ça va être quelque chose comme la moyenne de m mu, que je vais noter comme ça, m mu de nz, fois g de v. Donc, c'est le taux de saut. Et qui est h, l'hamiltonien, c'est... je pense que j'ai dû oublier un terme. En fait, h, ça va être 1 demi de d rond x, d rond y, v au carré, plus d rond y, v b de y, plus d rond z, v, g de y. Ok, donc voilà, et évidemment, on a une condition terminale, qui est qu'à l'instant terminal, on est égal à kappa fois la variance de m mu de nz. Ok, donc là on est dans un cadre, et psi n de x, c'est juste, donc quand on saute y est remis en 0, donc on va avoir 0, z et n plus 1. On incrémente le nombre de sauts. Voilà, donc là on a un problème de contrôle extrêmement standard. On peut dérouler toutes les techniques qu'on connaît. Un peu technique, mais il n'y a pas de vraie difficulté. Ok, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup.